Le cercle RH. J'ai le sourire parce qu'on va s'intéresser à un sujet qui nous permet aujourd'hui de faire un pas de côté, l'art et le management. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Mais il y en a des rapports, il y en a beaucoup. Et puis c'est aussi l'occasion de s'intéresser à vous qui parfois cherchez un sens à votre vie, dans votre métier. On l'entend quasiment une émission sur deux où nos invités disent, ce qui est important, c'est mettre du sens dans sa vie. Eh bien, si vous transformiez votre vie en œuvre d'art, tiens, ça c'est un vrai sujet. Et c'est pas un sujet de bac d'ailleurs, parce que ça se profile le bac. C'est un sujet ici, dans le cercle RH. On en parle avec mes invités. Alors ce sont des experts, des spécialistes du sujet et qui sont en contact ou qui ont été eux-mêmes des personnalités du monde de l'entreprise. Rosemarie Stolberg, merci d'être avec nous. Merci. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Vous étiez venue, vous étiez d'ailleurs assise à cet endroit. Historienne de l'art et des idées, spécialiste du lien justement entre art et sens du au travail, /au travail. Vous êtes conférencière à Pompidou. Vous avez écrit un livre remarqué sur Rodin, on en parlera, face à l'État. Et puis vous réfléchissez aussi en ce moment, je crois, à la manière dont les cultures, enfin les critiques d'art s'intéressent à l'art, en parlent. Et quel est d'ailleurs dans l'art le travail, dans la peinture? Parce qu'il y a plein de tableaux célèbres où on voit des ouvriers, on voit ceux qui râpent le parquet. Je pense à Caillebotte qui est un tableau splendide. On va en parler avec vous. Éric Chalier, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous revoir aussi. On avait fait une émission il y a quelques semaines et puis on a décidé de vous réinviter tous les deux pour confronter vos points de vue, vos idées. Je ne sais pas si vous connaissez Éric Chalier. Voilà, c'est aussi l'occasion d'une émission de télé de vous faire vous rencontrer. Vous êtes musicologue, conférencier, auteur de Leadership et musique aux éditions Mardaga. Vous êtes en train de travailler vous aussi sur un prochain livre, si je ne m'abuse, qui traitera de quoi? D'un compositeur autrichien qui s'appelle Anton Bruckner. Bruckner. Ça sera édité chez Bûcher-Chastel. C'est un récit, c'est une biographie. C'est une monographie. Une monographie de ce musicien. Et puis je précise aussi, et ça c'est important de vous le dire, vous qui nous regardez, vous avez vécu dans le monde de l'entreprise. Oui, des RH, oui. Des RH de très grandes marques. Hein. Oui, des grandes entreprises. Voilà. Membre du comité de direction. Des COMEX, comme on dit. C'est-à-dire que vous étiez dans le sein des saints, dans des entreprises de la grande distribution, du bricolage ou de l'ameublement. Exact. Voilà, pour le dire sans citer la marque, encore qu'on peut la citer. D'abord, juste un mot chacun. Qu'est-ce que ça vous apporte, vos activités respectives, dans la musique, dans l'art, et qu'est-ce que vous apporte cette rencontre avec l'entreprise? Vous auriez pu rester tranquillement dans vos domaines respectifs, à écouter de la musique avec un casque, et vous, à regarder des tableaux et les exprimer à Pompidou pour des amateurs éclairés. Non, vous avez franchi ce cap. Pourquoi? Alors, il y a deux questions. Donc d'abord, qu'est-ce que ça m'apporte? Une vraie joie. Une vraie joie, c'est un vrai bonheur d'aller à la rencontre de l'art parce que c'est quelque chose qui n'est pas un monde à part. Le monde de l'histoire de l'art ou le monde du journalisme s'est évertué peut-être à séparer les deux univers, mais ils sont intimement liés. L'art, c'est la vie. Et au quotidien, ça m'apporte une nourriture intellectuelle, une nourriture humaine, des rencontres, donc un enrichissement de tous les jours. Je vais poser la question à Éric Chalier, mais les managers, les dirigeants, vous faites beaucoup de conférences, vous partez à leur rencontre. Et après cette conférence, vous développez, on vient vous voir. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que c'est quand même des gens, il faut le dire, ils nous regardent, ils ont la tête dans le guidon. Enfin, je veux dire, ils ont des chiffres, ils ont des résultats à produire, ils ont de la richesse à faire gagner. Absolument. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, tout d'abord, l'art, c'est de la valeur ajoutée. C'est une vraie valeur ajoutée, c'est une vraie richesse, c'est une vraie ressource, parce que ça permet d'aller chercher en nous, que nous soyons, des chemins, des sentiments, des émotions, des mots, des ressentis que l'on n'exprime nulle part ailleurs. C'est exact. Donc, c'est aller puiser en soi des possibilités de développement, d'évolution, d'empowerment, on dirait aujourd'hui. Alors, comment ça se passe, les RH ou les personnes qui prennent contact? Il y a deux temps, en fait. Ils me voient souvent sur le mode privé. Ils viennent lors d'une exposition, lors d'une visite au Centre Pompidou ou ailleurs. Ça match, ils disent c'est incroyable. On y va, on discute, s'ils trouvent ça fabuleux, mais il y a un frein. Ça ne va pas passer dans mon entreprise parce que l'art... Et c'est intéressant. Et c'est cette difficulté, parce que moi je suis une femme de challenge, c'est cette difficulté qui m'a intéressée. Et puis parce que je viens aussi du monde de l'entreprise. J'ai dirigé des écoles d'art et d'art appliqué, j'ai piloté des équipes, et puis j'ai beaucoup enseigné aux étudiants et aux enseignants. Et aux enseignants, j'ai vu ça. Je me suis rendu compte que le domaine du monde du travail, alors que l'art c'est du travail, c'est l'objet de mes travaux, le monde du travail restait à part, considérant que c'était...
une sorte de luxe. Éric Ça l'est Chalier, justement, vous me faites le pont, Rosemary. Je précise que vous êtes aussi intervenu dans cette université NJ, parce que là, c'est le monde du travail très concrètement. Il y a quand même ce rapport, si on veut trouver des points communs entre l'art et le manager. Moi, je constate qu'il y a un côté artisanal, entrepreneur. Je ne parle pas de son volet de création, mais il y a quand même à un moment donné, il faut assembler des éléments, il faut mettre des notes les unes avec les autres, il faut avoir une technique. Est-ce qu'il y a comme ça des passerelles communes dans ces métiers, entre le manager et l'artiste ? Ben oui, bien sûr. Le compositeur, par exemple, c'est un créateur. Et c'est un entrepreneur de musique. Parce qu'il a d'abord un projet, une vision, il a une œuvre, il a envie de la partager. Il a envie que cette œuvre plaise au plus grand nombre. Reconnu, donc. Et puis, surtout, il doute. Parce que créer, c'est toujours douter. Vous voyez, une symphonie, par exemple, je commence comment ? Je commence en mineur ou en majeur ? Je commence avec les cordes ou je commence avec les cuivres ? Je commence moderato ou je commence allegro ? Vous voyez, ce ne sont que des questions. Donc, il doit confronter son travail au doute, il doit surmonter le doute, il doit prendre des risques. Mais c'est le cas du manager aussi, en permanence, il doute. Justement, c'est ça, on est d'accord. C'est le cas. Il doit prendre des risques et il doit aussi, s'il veut innover, ne pas complètement renverser la table. Parce que par exemple, Beethoven a été un grand innovateur, mais il s'est inspiré de ce qu'ont fait ses prédécesseurs, Haydn et Mozart. Et il a eu l'intelligence justement de s'appuyer sur ce socle. Donc innover, prendre des risques, partager, et avoir un projet qu'on a envie effectivement de voir pérenne aussi. Il y a le souci de la pérennité quand même quand on crée une œuvre d'art. Et je me permets de le dire, de la reconnaissance aussi, parce que je pense que les artistes ont besoin d'être reconnus et donc, pour aller un peu loin, d'être aimés, puisque ça renvoie aussi à l'amour, ça renvoie à ce qu'on donne et ce qu'on a envie de recevoir. Juste quelques notes de musique, parce que c'est la 9e, c'est bien ça. Écoutons, vous allez nous la décrire. Et d'abord, quand on aime l'art, on aime la musique et on aime la peinture, et je pense qu'il y a une interaction entre vos deux métiers. Je vis avec un musicien. Vous vivez avec un musicien, donc voilà, vous vous baignez dans cet univers. Écoutez, écoutez, c'est rare sur Smart Job d'écouter Beethoven, très rare. On le met en Tsuba. Pourquoi avoir choisi ce moment ? Qu'est-ce qu'on entend là ? On est au milieu de l'hymne à la joie. Donc c'est un hymne à la fraternité universelle. Beethoven nous dit, avec Schiller, étreignez-vous millions d'êtres, tous les hommes sont frères, alle Menschen werden Brüder. Et on entend une musique militaire. Oui, parce que là, qu'est-ce qu'on entend si on décode bien ? On entend une grosse caisse, cymbales, flûte piccolo, c'est une marche. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre le sens de cette marche militaire, parce qu'a priori, ça peut paraître un peu contradictoire d'entendre une marche militaire dans un hymne à la fraternité universelle. Or, il me semble que Beethoven, là, nous dit quelque chose. Vous savez que Victor Hugo avait dit, Beethoven, c'est le plus grand penseur en musique. Beethoven nous dit, la joie, c'est un élan vital, c'est un but à atteindre. Je suis en joie quand j'accrois ma capacité d'agir, quand j'accrois ma capacité d'être au monde. C'est très spinoziste. Beethoven était un homme des Lumières. Il connaissait parfaitement, à mon avis, le concept de joie chez Spinoza. Et il nous dit, à partir du moment où la joie est un élan vital, il va falloir se battre. C'est pas un combat sur un champ de bataille. Ce n'est pas les campagnes napoléoniennes, etc. C'est un combat intérieur. Mais c'est quand même un combat. C'est-à-dire que si je veux atteindre la joie, il faut que je lutte, il faut que je me batte contre moi-même déjà, contre mes idées négatives, contre le pessimisme, contre le renoncement. Il faut que j'aille au bout de mon projet. Guerre intérieure. Complètement. Et il me semble que c'est ça le sens de cette marche militaire au sein de cet hymne à la fraternité universelle. C'est formidable, on était triste de quitter Beethoven et on a compris effectivement ce contraste entre la marche et le message de fraternité. Sur l'art, vous y voyez la même chose. Quand je vois un artiste, moins un musicien peut-être, encore que, je vois ses outils, je vois ses pinceaux, je vois ses couleurs, je vois sa structure, son atelier.
il y a quelque chose de très artisanal aussi chez l'artiste qui construit, Oui. Rodin en particulier, de la même manière. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis tout à fait d'accord. Enfin, je peux que citer les mots de Rodin qui disait qu'effectivement, il est traversé par la lutte, le combat de tous les jours pour que son intuition se concrétise dans des œuvres d'art. Et c'est un combat de tous les jours. Combat pour rester en joie, pour être optimiste, pour trouver l'énergie en soi, pour mener son combat, mener ce en quoi on croit. Ne rien lâcher finalement. Ne rien lâcher, y être. Et faire face aux critiques. Et faire face aux Parce critiques. que créer, c'est toujours déplaire. Souvent. C'est prendre un espace dans la société qui en général crée des jalousies, déplaît. Absolument. C'est donc... C'est souvent déceptif. Ce sont des personnes qui prennent le pari, s'engagent sur un chemin qui est celui d'exister. D'exister, mais au sens entier du terme. Entier, et Absolument. ils le font à travers une création qui va être la traduction de toute leur intention et de tout ce qu'ils portent comme énergie. Mais vous qui croisez, vous qui avez été Éric Chalier, vous qui les croisez, mais qui avez aussi piloté ces managers, parfois ils vous disent c'est quand même assez loin de mes réalités. Ils font quoi ? Ils font un pas de côté, vous les aidez à faire un pas de côté, ou vous les aidez à se trouver ? En fait, c'est assez proche parce que c'est la volonté de créer et c'est aussi mettre de l'ordre dans le chaos de l'inconscient. Vous voyez ? Parce qu'une œuvre d'art, au départ, c'est flou. Sauf peut-être Mozart qui avait une écriture. Oui, ça reste assez évanescent, Mais c'est vrai. Beethoven, par exemple, écrivait beaucoup d'esquisses, il souffrait beaucoup. C'était pas fluide, naturel. Donc c'est mettre de l'ordre dans le chaos de l'inconscient et faire rentrer son rêve. Et donc ça peut être un chef d'entreprise, il a un rêve un peu fou parfois. Et il y a un professeur de C'est vrai. Stanford, par exemple, James Marsh, qui prenait l'exemple de Don Quichotte. Don Quichotte, il est un peu fou, c'est vrai, mais il a un rêve. Et il arrive à entraîner Sancho Panza. Et puis c'est un rêve humaniste. C'est un rêve de beauté, de partage. Ça, c'est l'engagement du manager Voilà. qui dit mais suivez-moi, Il faut j'y une crois. part de rêve, une part de folie. Et surtout faire entrer ce rêve dans une forme. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être un projet financier, ou ça peut être une œuvre d'art. Et ça, pour moi, je trouve que c'est admirable de faire justement, de mettre de l'ordre dans le chaos de l'inconscient. Les forces dionysiaques et apolliniennes, c'est-à-dire le mariage de ces deux énergies qui vont faire une œuvre. L'un ne va pas sans l'autre, vous êtes d'accord avec moi ? Et ces forces, elles sont en nous. Enfin, c'est pas. Elles sont dans le manager et le patron. Absolument, c'est pas de la mythologie coupée. Non, c'est notre réalité. C'est notre réalité. Alors, le chaos, organiser le chaos du monde, c'est une des caractéristiques de l'activité de l'artiste. Évidemment. Et alors quelle force de travail, quelle détermination, quelle force de décision, de parti pris, enfin toutes ces qualités. Et il a une vision, comme un chef d'entreprise a une vision. Il faut emmener Et un ses parti équipes. pris, Et un parti j'ai envie de pris. dire, parce que parfois on a une vision, mais c'est aussi un parti pris Oui. contre vents et marées. Absolument. C'est de développer un produit alors que personne n'y croit et que la Exact. personne est Exact. persuadée que Absolument. ce produit aura du sens et va gagner. Et ça a marché dans plein d'histoires. Je pense même à l'histoire d'Apple et de Steve Jobs, dans des, Absolument. comme ça, des moments un peu chaotiques, Oui. de vie chaotique, qui finalement font naître une marque qui est mondialement connue. Juste cette petite phrase de Paul Ricoeur, qui est un philosophe, vous le savez, qui est cher au cœur du président de la République, qui l'a souvent cité. Regardez ce que dit Paul Ricoeur, justement par rapport à ce lien, je ne sais pas, voilà. Le management efficace découle davantage de l'art et plus particulièrement de l'artisanat. L'art produit la perspicacité et la vision qui est le fruit de l'intuition. Il n'y a rien à retirer à cette phrase de Paul Ricoeur. Voilà. Non, alors l'intuition, effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faut. On sent. Oui, mais il faut l'intuition, ça se développe et il faut lui laisser de la place. Alors, quelle est la valeur ajoutée de l'art quand on fait du Oui, management, oui. Puisque c'était. On colle des tableaux tout autour. Non, c'est que. Ça vous oblige, ce que je disais tout à l'heure, à aller puiser des interrogations, à aller puiser de l'énergie, à aller puiser des émotions, des réflexions que Ailleurs. rien ne vous emmène à ce moment-là. C'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire, donc c'est le fameux pas de côté, mais c'est pas un si grand pas de côté de ça. C'est d'abord de dire l'artiste, l'art c'est du travail, c'est aussi du travail qui a été mis en forme et qui passe par la forme et les matières qui semblent opportunes à l'artiste pour communiquer efficacement. C'est de l'efficacité aussi. Je voudrais citer Bernard Arnault, c'est pas parce que cet homme qui fait partie, peut-être même d'ailleurs, de la plus grande fortune du monde, puisque je crois que c'est Forbes qui vient de l'élire la plus grande fortune du monde, c'est un Français, tout le monde le connaît, c'est le groupe LVMH, et on sait
la passion qu'il habite lorsqu'il est devant son clavier. C'est non seulement un mélomane, mais c'est un grand pianiste. Excellent pianiste capable de jouer les concertos pour piano de Chopin et des sonates de Chopin. Et il a eu cette phrase, je trouve très belle, il a dit « L'art, elle nous fait percevoir ce qu'est l'éternité ». C'est-à-dire que l'art, ça nous élève au-dessus de nous-mêmes. Ça, c'est un dépassement. C'est quelque chose un dépassement. Voilà. Et puis ça relie trois choses qui sont souvent séparées dans la vie quotidienne. C'est la concentration, l'attention qu'on porte à l'œuvre, La rigueur. l'émotion et le plaisir. Souvent c'est séparé. Et là c'est réuni. Je peux rajouter le mot rigueur quand même, parce qu'on demande aussi aux managers et la concentration. Une concentration, une rigueur, une opiniâtreté qui est un peu similaire à l'art. Pourquoi Rodin? Je crois vous avez sélectionné quelques œuvres, en tout cas Rodin. Vous avez écrit un livre d'ailleurs un peu politique, c'est Rodin face à l'État. Voilà, qui pose la question de la place d'un artiste dans une société, dans sa société de l'époque d'ailleurs. Je ne sais pas si on a les œuvres de Rodin, voilà, on va les voir qui vont apparaître. Je les cherche sur nos écrans qui sont multiples. On est en train de les chercher. Qu'est-ce que Rodin dit aussi du sujet qui nous habite aujourd'hui? Regardez, alors là c'est une œuvre pixelisée d'un artiste très moderne qu'on appelle la télévision. Voilà, c'est alors Rodin. Là on est. Qu'est-ce que nous raconte Rodin? D'abord, c'est un entrepreneur. C'est un chef d'entreprise. Là, on est dans l'atelier de Meudon. Quand il achète Meudon, c'est en 1895, il va s'y installer. Il a 55 ans. D'abord, c'est un artiste qui est reconnu, qui commence à avoir une stature. Il a 55 ans, donc on peut rester un petit peu calme par rapport aux stratégies de réussite. C'est quelqu'un qui... c'est un labeur... lui, il parle de labeur, il parle de besogne. C'est Beethoven, voilà. Il bosse, il travaille physiquement. Il a un travail physique aussi. Et Rodin, quand il commence il est né en 1840, donc quand il commence à être un peu célèbre autour des années 1880, il est tout de suite repéré par l'État français au moment de la Troisième République pour des raisons idéologiques que je ne vais pas développer là. Artiste officiel en quelque sorte. Mais il deviendra artiste officiel. De la Troisième. Voilà. Et ce qui se passe tout au long, c'est qu'il n'a qu'une succession de scandales parce que l'esthétique, la façon dont il a de mettre en œuvre la matière, est en décalage par rapport à ce qu'on attend à l'époque. Et lui, il ne veut plus être dans la reproduction de ce qu'il y avait avant. Il veut proposer une innovation. Et c'est ça que viennent chercher les grands managers, Arnaud ou autres. Ils veulent aviver leur champ d'expérience pour avoir une longueur d'avance et sentir des choses que personne ne sent et donc pouvoir être en capacité de capturer ce qui... Mais Rosemary, vous dites que ça passe par l'art et la création. C'est par ce canal qu'ils arrivent à le transposer en disant cet artiste, par exemple, vous citez Rodin, il n'a pas reproduit, il a innové, il a inventé. Il invente des modèles. Et un grand patron, c'est ça en fait, la force. C'est ce qui le distingue d'un patron classique. C'est celui qui va avoir ce coup d'avance. Bien sûr, le manager est orienté sur le présent. Le leader, lui, il est orienté sur le futur. Le leader se pose la question du pourquoi, le manager, lui, la question du comment. Donc on est à deux niveaux tout à fait différents. Mais pour répondre à votre première question tout à l'heure, la première question que vous avez posée, qu'est-ce que les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise nous disent? Oui, vous renvoient. Ils sont, si vous voulez, pour ceux qui découvrent, c'est une découverte importante. Un choc. Un choc esthétique, émotionnel. Ils disent, mais si j'avais su, je l'aurais découvert avant. Ceux qui connaissaient, ça leur permet d'aller plus loin, de bénéficier de nos explications. Et puis, c'est une source d'énergie. Alors, c'est pas ça qui va leur faire accroître leurs résultats nets, si vous voulez. Il faut être clair. C'est à l'intérieur. C'est un plus. Moi, je dirais que vous savez, c'est comme le cycliste professionnel qui, l'hiver, fait de la natation par rapport à celui qui n'en fait pas. Eh bien, il va développer des qualités musculaires que le cycliste qui ne fait que du entraîneur ne développera pas. Eh bien, un chef d'entreprise qui est capable d'entrer dans une œuvre d'art complexe, que ce soit la peinture, la sculpture ou la musique, eh bien, il va développer des qualités qui vont lui être très utiles dans un monde complexe et qui va lui permettre de développer une pensée qui relie, une pensée systémique, comme dirait Edgar Morin. Vous voyez ? Parce qu'une œuvre d'art, souvent, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je le dis abruptement, je n'aurais pas scié la branche sur laquelle on est assis, mais c'est vrai que pour le manager traditionnel, qui n'a pas été aguerri, ça ne sert à rien, l'art. C'est inutile. Il n'y a rien de plus inutile que l'art. L'humain aussi, Non mais, je vous les enfants, provoque. L'humain, une fleur, une rose. J'étais sûr que vous alliez réagir. Quelle inutilité. Ah oui, mais ça, c'est... Et c'est ce qui fait en même temps tout le sel de l'art. C'est la vie. Oui, mais l'art embellit la vie. Ah oui.
Et donc embellit les Donc elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Parce que quand on passe à côté, c'est un peu dommage. Ça embellit la vie, ça donne de l'énergie. Oui. Et c'est une source d'enseignement primordial dans le sens où, bien sûr, elle nous apprend sur le créateur, sur le contexte. On parlait de Rodin. La période politique. Voilà, on replace l'œuvre dans son contexte, mais elle nous apprend sur nous-mêmes aussi. Parce qu'il y a une résonance en nous. Mais excusez-moi, une question très très bête. On parle beaucoup de qualité de vie au travail. Oui. On bascule au-delà du leader, au-delà de ce qu'on va projeter dans son entreprise. Je me dis, j'ai entendu un reportage récemment, et on en a beaucoup parlé, on met de la musique classique aux animaux pour que le lait soit de meilleure qualité. Vous l'avez vu, vous avez vu ces reportages. Je me dis, est-ce que la musique pourrait pas aussi adoucir un peu les mœurs, puisque c'est une expression un peu marquée au coin du bon sens. L'art, on a souvent des grands patrons qui exposent des tableaux de maîtres. Alors on ne sait pas s'ils aiment l'art ou s'ils aiment le prix du tableau, c'est un autre sujet, mais est-ce que la musique pourrait adoucir un peu les mœurs dans les open space, dans les bureaux Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ? Oui. Ou de malaxer de la glaise ou... On est nécessairement obligé de se poser cette question de la manipulation de l'art à des fins qui pourraient être autres que son objectif, l'épanouissement personnel ou la quête de soi ou le mot énergie est fondamental. Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller travailler? Alors évidemment, on va dire on doit payer ses factures, etc. C'est un fait. Voilà. Mais quand au travail, notre RH, notre chef d'équipe prend en considération qui nous sommes, ce que nous sommes, valorise, nous aide aussi à faire des choix qui sont les nôtres, ça c'est une vraie valeur ajoutée. L'argent ne va plus suffire pour que les gens restent à leur poste de travail. Ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est Aristote qui a eu, vous voyez, ça remonte à loin, qui a développé l'idée selon laquelle la musique adoucissait les mœurs. Et les philosophes. Ça vient d'Aristote cette phrase, d'accord. Et c'est Platon, Aristote considérait d'ailleurs la musique comme une source d'enseignement, là aussi primordiale, comme quelque chose de formateur par excellence. Mais effectivement, cette musique, elle adoucit les mœurs, et puis aussi, elle développe l'empathie. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, on n'a pas employé ce mot-là. Il y a une étude qui est parue aux États-Unis qui démontre que des médecins qui sont amateurs d'art, de littérature, de musique, etc., vont accorder plus d'attention à leurs patients. Ça, c'est une étude qui a été démontrée. Parce que quand vous entrez dans un roman, dans un opéra, vous êtes en empathie avec les personnages. Eh bien, quand vous avez en face de vous un collaborateur ou un patient, vous allez avoir aussi plus d'empathie que si vous n'avez jamais l'occasion d'entrer dans ces grandes œuvres. Donc, il faudrait mettre du Beethoven, du Mozart dans les couloirs des hôpitaux et dans les bureaux des médecins. Bien sûr. Pour briser cette froideur glaciale des carrelages blancs et des odeurs entêtantes. C'est ça la beauté. La beauté, elle est invisible finalement, elle nous traverse. Oui. Elle nous traverse. Oui. Avant de nous quitter, et vous avez donné Elle nous relie, pardon, excusez-moi. Elle vous relie. Elle nous traverse et elle nous relie. C'est une phrase que vous donnez aux managers parfois, transformer votre vie en œuvre d'art, parce que parfois beaucoup les gens vous disent, mon boulot, vous savez, c'est quand même des secteurs d'activité pas drôles, mon métier est pas très drôle, ce que je fais, c'est pour vivre. Il n'y a pas un moment donné où vous lui dites, mais essayez de mettre, transformer votre vie en œuvre d'art. C'est un peu un mot valise, c'est un mot facile, ça? C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour donner des leçons, si vous voyez. On est là pour apporter une œuvre, la décoder, la partager, et puis ensuite chacun en tire. Se sert. Et je peux vous dire qu'ils en tirent énormément. Vous êtes d'accord? Absolument. Chacun pioche ce qu'il a envie de prendre. Voilà. C'est en fait, c'est souvent dans une conférence ou dans un propos ou dans un atelier, on a discuté en amont un peu les thématiques, les problématiques diverses, voilà, où on me dit non, je vous laisse faire, et puis bon, moi j'apporte des visuels. Et puis ensuite, ça se joue, et ça se joue en live, et après, comme on dit. On accompagne, on guide, on sent, nous, quand on fait, j'imagine, c'est similaire pour vous, quand on est face à des personnes, on est raccordé à ces émotions, on canalise. Il y a une connexion qui s'installe. Oui, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Vraiment. On a beaucoup parlé d'énergie. L'art, c'est aussi de l'énergie. C'est aussi une énergie invisible qui nous touche ou pas d'ailleurs, parce que parfois on est plus ou moins touché par une œuvre. Merci à vous. Vous voyez, le temps malheureusement file à toute allure quand on est bien et quand il s'y dit des choses intéressantes. Rosemarie Stolberg, merci, historienne de l'art. Vous avez un site, on peut vous consulter, vous écouter sur multiples sujets. Rodin, mais pas seulement, bien entendu, et conférencière à l'art contemporain au Centre Pompidou. Ça marche toujours, c'est fermé là, le Centre Pompidou. Ça vient de rouvrir. Ça vient de réouvrir. Non, mais j'ai vu qu'il y avait du monde autour, donc vous pouvez retourner très belles expositions au Centre
Centre Georges Pompidou avec un livre en préparation sur les critiques d'art. Merci à vous, merci Éric Chélier, je l'ai bien prononcé, musicologue, leadership et musique, édition Mardaga. Vous aussi conférencier prolifique où vous nous décryptez des œuvres d'art musicales. C'est évidemment des moments voilà, une grande boîte de culture, on plonge dedans. Et ça fait du bien. Merci à vous. C'est bientôt terminé. On s'intéresse avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi à une plateforme audio de recherche d'emploi. Tiens, on est encore sur le son, on est encore sur la voix. On reste un peu dans l'art finalement. On en parle, c'est Fenêtre sur l'emploi.